Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouvelle émission Côte à Côte. Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz, dans un petit port de pêche du Pays Basque, à quelques kilomètres seulement de la frontière espagnole. Que signifie réellement être pêcheur et comment le devient-on? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en rejoignant Jean-Michel et nos invités dans nos studios. Oui, bonjour à tous. Saint-Jean-de-Luz est en effet le lieu rêvé pour aborder le thème de notre émission d'aujourd'hui. C'est en effet un port emblématique de la pêche, un lieu de mémoire, puisqu'il y a eu la pêche à la baleine, celle à la morue, et maintenant, plus précisément, celle au thon et à l'anchois. Mais cette activité riche et intense qui a profondément marqué l'identité de Saint-Jean-de-Luz connaît depuis quelques années quelques soucis, comme nous le rappelait Sophie, notamment celle du recrutement de la main-d'œuvre. Alors pour aborder cette question et en débattre, je reçois aujourd'hui 4 invités, tous liés mais de façon différente au monde de la pêche. Alors tout d'abord, Monsieur Larsabal, vous êtes président du comité local des pêches de Bayonne, je crois. Oui, tout à fait, c'est cela. Mais vous avez eu avant une pratique de marin-pêcheur? Oui, j'ai pratiqué l'activité de pêche pendant 11 ans avant de me consacrer aux structures professionnelles à terre. Très bien. Alors, on en reparlera tout à l'heure. À vos côtés, Monsieur Kerjean, vous êtes conseiller principal d'éducation du lycée maritime de Cibourg. C'est bien cela. Un lycée qui existe depuis 9 ans sur la côte basque, je crois. Voilà, donc dans le quartier de Lunsin, un lycée donc moderne. Par contre, il existait auparavant, bien avant, dans un quartier de Cibourg qui s'appelle Marinella. Très bien. Et donc, de ce lycée, nous accueillons aussi 2 étudiants. Tout d'abord, donc Angelo Sola. Oui. Vous n'êtes pas de la région, je crois. Vous êtes de Normandie, vous m'avez dit tout à l'heure. Je suis de Normandie, oui. Oui. Ça va pas faire longtemps que je suis dans la région, ça va faire 2 ans d'ailleurs. Oui. Mais non, je suis né en Normandie, exactement à Mont-Saint-Aignan, à Rouen. D'accord, Voilà. donc ça veut dire quand même très proche aussi de la mer et ce qui Oui. peut expliquer peut-être beaucoup de choses. Dimitri Darnis, Oui, c'est ça? c'est ça. Vous êtes plus de la région Aquitaine. Oui, je Vous venez suis d'où exactement? du Verdon. Du Verdon, c'est-à-dire ça c'est dans le nord du... C'est à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Là encore, Ouais. quoi, on est dans une région de la mer. Voilà. Très bien. Alors, eh bien, nous allons retrouver Sophie qui a rendu visite à ce lycée maritime de Cibourg. Eh bien oui Jean-Michel, nous sommes rendus dans ce lycée à quelques kilomètres d'ici. Nous avons rencontré des jeunes très motivés, ayant un seul objectif en tête, rentrer dans la marine. Découvrons sans plus attendre ce lycée où les études riment avec bonne humeur. All ships in vicinity of this position have On pourrait s'y to méprendre. proceed Ceci n'est pas to un jeu the vidéo, mais distress un cours de position. simulation de navigation. Nous sommes au lycée maritime de Cibourg au Pays Basque, dans un cadre privilégié de formation au métier de la mer. Le lycée maritime de Cibourg, sur la forme actuelle, existe depuis 9 ans et sur les bords de l'Ontsine. Actuellement, on forme donc des jeunes que nous recrutons à l'âge de 14 ans, avec un niveau de 5e et à des formations de CAP de matelot et surtout pour la pêche. Des jeunes que nous recrutons au niveau de 3e pour un BEP, que ce soit des BEP pour la conduite des navires ou pour la partie machine. Ce sont 115 élèves, dont 70 internes, qui se sont orientés vers cet établissement hors pair, avec les mêmes attirances et passions pour la mer. J'ai eu envie de travailler dans la pêche parce que j'ai fait une marée d'essai avec mon beau-frère, ça m'a bien plu et j'ai décidé de continuer et de passer un BEP mécanique pour après faire mécanicien sur le bateau. Au collège, j'avais beaucoup de difficultés. Alors après, pour plus tard, je désirais à tout prix faire guide de pêche. Alors j'avais rencontré le guide de pêche Aquitaine. Il m'avait dit que je te conseille, Angelo, d'aller dans ce lycée-là, lycée maritime de Cibourg, c'est un très bon lycée. Alors j'ai écouté ses conseils, je suis allée porte ouverte, j'ai visité. Premier coup d'œil, ça m'a plu. Alors depuis que je suis ici, franchement, je me plais. Chaque jour, les professeurs, souvent d'anciens professionnels du milieu maritime, dispensent à leur classe des cours théoriques. En ce qui concerne général, on a les mêmes matières, c'est-à-dire français, maths, anglais. Après, en plus, on a les matières d'anglais maritime, OMI, comme tout à l'heure il y avait la radio. Après, il y a la navigation, ce qu'on fait. On fait ça en salle de carte, en classe. Navigation, règles de barre, ce qui concerne par exemple les marques latérales bâbord, tout ce qui est les bouées, quoi. C'est comme un code de la route, quoi. Sauf là, c'est le code de la mer. Puis c'est en demi-groupe que s'effectuent les cours pratiques en atelier. Du ramandage de filets à la mécanique, les élèves sont bien encadrés et s'impliquent à réaliser ces travaux manuels bien utiles pour leur avenir. Au programme de ces années d'études, des stages de 6 semaines par an sont aussi prévus.
On ne peut pas dire que nous avons du mal pour trouver des stages pour nos élèves. Donc pourquoi ? Parce qu'on a de très très bonnes relations avec le milieu professionnel, que ce soit la pêche, au commerce ou dans la navigation portuaire. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. Je suis parti plusieurs semaines en mer. J'ai fait un été tout entier. Je suis parti en mer d'Irlande. C'était pas mal, quoi. Je suis allé au thon. C'était bien. Tous les élèves et stagiaires qui fréquentent le lycée maritime de Cibourg trouvent très très facilement du travail à la sortie de l'école. Plus tard, j'aimerais être matelot sur un simple chalutier à Arcachon. J'aimerais bien faire navigateur timonier, c'est-à-dire travailler sur les cartes, donner des caps à suivre à mes collègues. On arrive à des statistiques, 98-99% de nos élèves qui travaillent immédiatement. C'est assez extraordinaire. Le lycée maritime peut donc être fier de ses futurs matelots. L'espoir existe. L'espoir de voir plus de main-d'œuvre dans le milieu de la pêche en particulier. Cette activité ancestrale nécessaire perdure et pour longtemps, on lui souhaite. Bien, donc nous avons découvert votre lieu d'études, là, Angelo et Dimitri, le lycée maritime de Cibourg. Vous y êtes depuis combien de temps ? Alors ça va faire 3 ans que j'y suis. Les 2 premières années, je les ai consacrées à faire le CAP matelot. Et là, avec Dimitri, on est à la première année. D'accord, donc vous avez fait une formation avant. C'est la même chose pour vous, Dimitri ? Non. Non ? Là, vous êtes arrivé donc pour faire, vous... Le BEP pêche. BEP pêche, donc là, vous êtes ensemble. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé l'un et l'autre pour venir faire cette formation, Angelo ? Et déjà, j'ai mon oncle qui est un ancien commandant de la marine nationale, qui est en Afrique. Et quand j'étais tout petit, souvent il me montrait les cartes, tout ça, et j'étais passionnée déjà de ce que c'était, parce que déjà j'aime beaucoup la mer. Ouais. Et alors déjà au début, j'étais penchée par la marine nationale, et il m'avait dit, fais la marine, tu vas aimer. Alors donc maintenant j'ai suivi... Donc c'est un peu une affaire de famille. C'est vrai, ouais. Pendant très longtemps on disait que la vocation de marin, comme ça, se transmettait de père en fils. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Dimitri ? Mais moi, c'est mon père Oui. qui est marin-pêcheur. Et il m'a donné le goût de la mer et voilà. Il est toujours marin-pêcheur actuellement ? Oui. Ouais. Donc c'est lui, c'est pareil, quoi. C'est lui un petit peu qui vous a transmis ce goût de la mer. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? C'est-à-dire vers quel type de profession précisément vous destinez ? Là, vous êtes dans un BEP pêche. Est-ce que ça veut dire que donc vous allez devenir l'un et l'autre pêcheurs ? Non. Pas spécialement. Non. Dimitri ? Parce qu'en même temps, vous, si votre père est pêcheur, ça semble aller de soi, non ? Oui, mais non. Non, allez-y. Ça serait plus la marine marchande, le commerce, des choses comme ça. Ouais. Des choses comme ça ? C'est-à-dire qu'il vous a dissuadé un petit peu, ou de voir un peu les conditions difficiles, ça... Ouais. Ouais. Et Angelo, alors vous décidez... C'est pratiquement la même chose, hein. C'est le commerce, la marine marchande. Hein. Oui. Travailler sur les cartes, à la passerelle, ça j'adore ça, franchement. Et c'est ce que j'envisagerais de faire plus tard. Et lorsqu'on parle un peu des conditions comme ça difficiles du métier de marin, c'est quelque chose auquel vous pensez ou alors non, pas du tout, c'est vraiment une passion et C'est une passion. Ouais, c'est une passion. C'est une passion. Et que vous avez déjà pu rencontrer concrètement, parce que vous avez fait des stages, non, je crois, l'un et l'autre, ouais. Et c'est des stages dans quoi ? Mais on a fait des stages sur les chalutiers, hein. Il y en a qui ont fait des stages sur la plaisance, et on a eu un peu de tous les goûts. Hein. Ouais. Mais bon, la pêche, personnellement, non, je n'étais pas trop penchée par ça. D'accord. Et ces stages, c'est combien de temps ? C'est des stages de plusieurs semaines 2 semaines. 2 semaines ? D'accord. On va peut-être demander ça à Monsieur Kerjean. C'est un peu surprenant de voir que finalement ils sont dans une formation pour les métiers de la pêche et qu'au bout du compte, finalement, on va les retrouver ailleurs, plutôt dans la marine marchande. Je dirais que c'est aussi un lycée maritime, hein, donc maritime, dit mer, avec toutes les options possibles. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau si on parle de débouchés, donc nos élèves iront travailler sur les bateaux de pêche, certains iront au commerce, d'autres rentreront dans la marine nationale et d'autres s'orienteront vers la plaisance professionnelle. C'est pas uniquement donc orienté vers la pêche. Mais l'ensemble de ces 4 grands secteurs offre donc des débouchés. Et il peut y avoir des passages aussi de l'un à l'autre. Hein. D'accord. Il y a une chose quand même qui m'étonne, là, tout à l'heure on a fait la présentation, c'est que le lycée maritime de Cibourg est ouvert depuis 9 ans. Et d'après ce que je crois, c'est le seul lycée maritime de la région Aquitaine.
Oui, c'est le seul lycée de la région Aquitaine. Bon, je vais élargir un petit peu, puisqu'il existe 12 lycées de ce type en France, donc lycées qui forment essentiellement des marins, des navigants. Voilà. Donc les lycées vont de Boulogne, Boulogne-Fécamp au nord, ensuite un groupe important de lycées maritimes en Bretagne avec l'importante culture de la pêche et de la mer, ensuite donc Nantes, le lycée de La Rochelle et le lycée de Cibourg. Et sur la Méditerranée, 2 établissements du même type, donc à Sète et à Bastia en Corse. Donc à chaque fois en effet sur vraiment des lieux de pêche. Des lieux de pêche, des lieux de culture où la culture maritime est traditionnellement forte. Quoi. Mais cette formation-là, est-ce que c'est quelque chose de récent? Parce que donc on évoquait le fait que le lycée date de 9 ans, il y avait quand même une formation avant. Oui, il existait avant sur notre site. Mais c'est vrai que avec ce nouvel établissement, il y a eu une relance donc, de ces métiers et de ces formations. Très bien. Et une question comme ça, c'est une formation, je crois, destinée essentiellement aux garçons, non? Combien il y a d'élèves en tout au lycée de Cibourg? En tout, il y a 120 élèves au lycée de Cibourg et globalement, d'une année à l'autre, il y a entre 5 et 10 jeunes filles qui viennent faire une formation ou de CAP ou de BP. Bon, elles sont peut-être pas très nombreuses, mais elles se plaisent au lycée maritime. Vu que vous êtes CPE, Monsieur Kerjean, donc c'est vrai que vous occupez essentiellement de la vie scolaire, qu'est-ce que vous proposez comme activité en dehors un peu de leur formation à ces lycéens? On fait des animations, il y a une association au sein du Tout n'est pas toujours lycée. tourné vers la mer quand même, non? Non, mais c'est vrai qu'on a aussi des bateaux, on a des bateaux, on a des batilicous, on a donc pas mal de bateaux qui sont à la disposition des élèves, mais aussi donc par le biais de l'association qui s'appelle les Galériens, on est dans un monde maritime, donc on essaie d'emmener les élèves, en particulier les internes, puisqu'on en a environ 90, sur les 120 on a 90 internes, donc on amène ces élèves au cinéma, au théâtre, voir des expositions diverses, les ouvrir un peu sur le monde, on peut les amener voir un musée classique. Ce sont des élèves comme les autres, avec la spécificité qui sont donc dans un lycée maritime. Monsieur Larsabal, quand vous entendez un peu ces jeunes parler de ce qui les a motivés pour faire ce métier, est-ce que vous retrouvez un petit peu où vous étiez, dans un schéma un peu classique, c'est-à-dire on était marin de père en fils? Oui, moi mon père était marin, bien entendu, mais bon, j'ai suivi un petit peu le même cursus. Je crois que, comme l'a rappelé M. Kerjean, c'est un lycée maritime. Donc on est tourné vers la mer, ensuite que ce soit la pêche ou le commerce, bien entendu. Nous, en ce qui nous intéresse, c'est bien entendu essayer de former des marins pêcheurs pour trouver de l'emploi sur les bateaux de pêche. Mais bon, moi j'ai suivi le même cursus et je n'étais pas destiné à la pêche au départ, mais bon... C'est-à-dire, vous étiez destiné à quoi? Disons que moi c'était un petit peu comme le papa du jeune homme, M. Darnis, c'est-à-dire tu vas aller faire un BEP, parce qu'à l'époque, comme l'a rappelé M. Kerjean, l'ancien lycée, comme on l'appelait, le petit lycée maritime qui existait, on ne formait que des CAM, certificats d'aptitude à être matelot, c'était en 1 an et puis point barre, quoi. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, un lycée maritime avec une équivalence en CAP, BEP, donc ça a quand même élargi les horizons des jeunes qui veulent rentrer dans les métiers de la mer. Et parce qu'à l'époque, on était 12, on faisait que la pêche, on ne peut pas faire autre chose, quoi. Vous rappeliez une chose tout à l'heure dans l'introduction, là, c'est que vous avez été marin pendant 11 ans. Oui. Et donc après, votre activité a changé. Oui, tout à fait. Là justement, on va en reparler un petit peu plus tard. On va poursuivre notre discussion. Donc après l'aspect formation sur donc le métier de marin, nous allons retrouver Sophie à Saint-Jean-de-Luz pour un second reportage qui lui va concerner plutôt l'aspect professionnel. C'est à bord du bateau Ordagnac que nous avons suivi Francis et Pierre, 2 jeunes pêcheurs qui prennent leur métier très à cœur. Je vous invite à travers ce reportage à partager une journée de leur travail. Un demi-siècle plus tard, la tradition de la pêche perdure à Saint-Jean-de-Luz. Pierre et Francis sont 2 pêcheurs professionnels passionnés par leur métier. Chaque jour, quand la météo le permet, c'est dans le froid matinal qu'ils partent à la chasse, comme ils le disent.
journée typique de marin-pêcheur. Pour nous, en ce moment, ça commence à 5 heures. Et ça se termine entre midi et 15 heures selon la quantité de poissons qu'on est amené à pêcher. Et, en ce moment, donc, on pêche au filet. C'est un filet qu'on va jeter le matin à 5 heures en partant et qu'on relève à 8, 9 heures, 10 heures dans la matinée. Les motivations qui m'ont fait choisir ce métier, c'est d'abord une passion de la pêche, une passion d'enfance que je retrouve donc dans ce métier. Et une certaine forme aussi de liberté du fait, par exemple, des horaires qui ne sont pas fixes. Fuir une certaine routine, pour moi c'est très important. Et aussi l'entente avec la personne avec qui je travaille. C'est-à-dire que pas vraiment le sentiment d'une hiérarchie, et ça c'est aussi assez important. Mais la pêche, comme tout métier, présente quelques inconvénients. C'est très difficile de quantifier le nombre d'heures qu'on est amené à faire. Entre les heures où on prépare du matériel à terre et les heures où on est en mer, c'est difficilement envisageable de donner un SMIC aujourd'hui par rapport aux heures. On est donc rémunéré par rapport à un système de part qui est fait sur la quantité de poissons pêchés. Et donc de ce fait-là, on a des revenus très aléatoires. Les inconvénients, c'est surtout pour ma famille, les gens qui m'entourent, qui ne profitent pas de moi comme ils l'espèrent. Sur ce plan-là, on est un peu égoïste, on fait passer notre plaisir avant la famille. Nous, pêcheurs, on se dirige vers produire quelque chose de qualité, un poisson de qualité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. On met des labels en place avec des marées de plus en plus courtes pour avoir un poisson très très frais puisqu'on est en concurrence avec toute l'importation. De là, on peut se démarquer en faisant vraiment un poisson sauvage de qualité et reconnu. Ce milieu traverse en effet une période de crise depuis quelques années. Mais bien qu'il soit connu pour ses conditions de travail difficiles, il reste cependant exceptionnel. Peyo explique aux jeunes quels sont ses avantages. Si j'avais un message pour le métier, la mer c'est des grands espaces. C'est une sensation de liberté, c'est le décor qui change tous les jours en permanence, d'heure en heure. Dans notre métier, il n'y a jamais de routine, c'est tous les jours différent. Il faut aimer le poisson, il faut aimer le chasser, il faut aimer le courir après et profiter des bons jours. Bien, Monsieur Larsabal, alors on voit de la passion, là, de l'enthousiasme là, chez nos deux marins-pêcheurs, mais aussi un petit peu d'inquiétude. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le métier de la pêche actuellement vit une situation un peu paradoxale ? Oui, paradoxal, effectivement, mais qui est dû quand même à des contraintes. Il faut savoir qu'en 15 ans, on a diminué le nombre de marins et de bateaux de 40%, de par les contraintes communautaires. C'est essentiellement les contraintes communautaires qui ont amené finalement à ce problème qu'on rencontre aujourd'hui de recrutement ? Non, pas forcément, le métier en lui-même, mais je veux dire que les métiers n'y sont pas étrangers, puisque on parle de la pêche souvent quand elle va mal, souvent quand il y a une crise, quand il y a une pollution, quand il y a des problèmes de quotas, quand il y a un naufrage. Ouais. Et tout le reste de l'année, on n'en parle pas. Et tout le reste de l'année, il y a quand même une activité importante des marins-pêcheurs qui vivent bien de leur métier. Donc vous nous reprochez en quelque sorte de pas rendre ce métier suffisamment attractif. C'est un reproche mutuel. C'est à nous aussi peut-être d'avoir un manque de communication de la part de la profession qu'on essaie de combler, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de communiquer. Alors donc, je disais paradoxe, parce qu'en effet, on sait que quand même l'activité de la pêche a progressé là depuis à peu près 96. Là, j'avais des chiffres qui disaient que c'était une activité qui était redevenue rentable, et pourtant, donc on a du mal à recruter. Donc vous dites c'est essentiellement parce qu'il y a des règles un peu drastiques qui rendent difficile ce recrutement ? Au niveau du recrutement en tant que tel, non. On ne peut pas dire que c'est sûr que quand on parle de la pêche avec des manques de quotas, une raréfaction de la ressource, quand on sait que le métier de la pêche et son revenu est lié à son activité, on se dit si on pêche moins, on ne gagne pas d'argent. Bon, c'est un fait. Mais bon, je crois aussi qu'il faut se rendre compte, le métier de la pêche, comme dans tous les métiers dits manuels, il y a quand même un problème de société au jour d'aujourd'hui. À la pêche, comme on rappelait les jeunes, bon, il ne faut pas parler 35 heures. Quand on va en mer, on va pour 20 jours. C'est vrai que la vie de famille s'en ressent, qu'il faut vraiment être motivé. Et bon, à une époque où
où, contrairement à nos parents et nos grands-parents, aujourd'hui, les épouses ou les copines travaillent aussi. En termes de revenus, elles préfèrent que le mari gagne un peu moins, mais soit plus souvent à la maison. Je pense réellement que c'est un problème de société aussi, qui lie un petit peu en dehors de la difficulté de métier. Les jeunes sont quand même beaucoup moins attirés par la pêche en tant que telle. Donc ce qui explique que finalement cette activité de la pêche, elle dure pas très longtemps. Hein. Vous-même, vous êtes un exemple. Hein. On a rappelé tout à l'heure que vous aviez été marin-pêcheur pendant 11 ans, puis à un moment, en quelque sorte, on arrête quoi, pour passer à autre chose, parce que la vie de famille, parce qu'il y a des exigences sociales qui font que... Oui, d'une part. Enfin, je ne suis peut-être pas le bon exemple, parce que moi j'ai arrêté de naviguer parce qu'il fallait qu'il y ait un pêcheur qui vienne prendre la suite d'un représentant professionnel qui prenait sa retraite. Et donc j'étais entre guillemets élu pour être ce représentant-là. Mais bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et j'essaye un petit peu d'étendre. Ce n'est pas un fait, je pense, à la pêche au jour d'aujourd'hui, dans le cursus professionnel, en formation. On se rend compte que c'est fini. Celui qui commence la pêche à 15 ans et qui arrive à la retraite à 55 ans, les cas sont rares. Comme dans d'autres métiers, je crois qu'il y a un cursus professionnel qui fait que au bout de 5, 8, 10 ans, on fait une formation, on fait une reconversion et on est lié à ce cas-là. D'où l'intérêt, je crois aussi, de pousser, comme l'ont rappelé les jeunes, et je suis satisfait de voir qu'ils veulent continuer sur le bac professionnel. On fera tout pour qu'il soit mis en place parce qu'il faut donner les meilleurs atouts aux jeunes et éviter ce qu'on a fait à mon époque, entre guillemets. Donc ce qui fait que le recrutement étant de plus en plus difficile, un peu comme pour l'agriculture aussi, finalement, on va chercher la main-d'œuvre ailleurs. Oui, la main-d'œuvre, disons que sur nos ports, il y a différents métiers de la pêche. Il y a la pêche dite au large. Et oui, c'est un secteur extrêmement hétérogène. Oui, et il y a la petite pêche côtière. Ouais. Alors c'est vrai qu'effectivement, tant au niveau de la petite pêche côtière, il y a quand même moins de problèmes, puisqu'on fait des marées de 24 heures. Tous les 2 jours, on est à la maison. Je crois qu'il y a une vie de famille beaucoup plus vivante. Mais la pêche au large, quand on fait 15-20 jours de mer ou un mois de mer, effectivement, je crois que là, il y a eu un désintéressement. Et on a comblé par des pêcheurs communautaires, essentiellement des Espagnols ou des Portugais. Justement, à ce sujet, comment se passe le voisinage avec nos voisins espagnols? Là aussi, l'actualité parle souvent un peu des conflits qu'il y a entre les pêcheurs français et espagnols. C'est un vieux problème, maintenant l'Europe a résolu tout ça? L'Europe n'a pas résolu tout ça, bien entendu, mais je crois que les problèmes, quand vous avez différentes communautés de pêcheurs qui sont sur le même lieu de pêche et pêchant les mêmes espèces, bien évidemment, ça crée des tensions, mais je crois qu'aujourd'hui, chacun a ses quotas, et à partir du moment où chacun respecte les quotas qui sont à pêcher, ça se passe au mieux. Parce qu'en dehors de l'aspect purement de ce qui se passe sur la mer, dans un niveau, je dirais, européen, les professionnels et pêcheurs espagnols sont quand même nos alliés au niveau communautaire, notamment vis-à-vis des pays dits du Nord et qui pratiquent une pêche beaucoup plus intensive et non soumise à la consommation humaine. Une dernière question. Je me dis aussi que finalement, que face à ces difficultés, toutes relatives que connaît le monde de la pêche, je me demande si c'est pas aussi le consommateur qui va s'en retrouver un peu pénalisé, puisque soit on a un poisson d'importation, soit finalement, si on a du mal à recruter du monde pour les pêcher, on va avoir un poisson d'élevage, non? C'est un peu ce qui se passe? C'est un petit peu ce qui se passe et c'est vice-versa. Effectivement, à partir du moment où on a mis le poisson au niveau communautaire, il faut absolument protéger, faire la survie du poisson. S'il y a moins de pêcheurs, moins de bateaux, la nature horreur du vide, le consommateur, lui, il a besoin de poisson. Donc si on ne le pêche pas, il est importé. Ou s'il n'est pas importé, il est élevé. D'élevage. Donc, par contre, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, comme le dit le reportage, on fait du poisson de qualité, poisson sauvage de qualité, qui a quand même une valeur nutritionnelle quand même beaucoup plus importante à nos yeux. Tout en neutralisant les effets pervers de la pollution. Parce que bien sûr, ici, on a connu malheureusement le prestige. On a connu malheureusement le prestige qui a touché les côtes et a arrêté l'activité de pêche pendant 3 mois. Mais paradoxalement, l'effet prestige ne s'est pas ressenti puisque le poisson est revenu et qu'au jour d'aujourd'hui, je veux dire que le poisson est là quand même. Très bien. Merci à tous d'être venus sur ce plateau, de nous avoir apporté vos témoignages sur les différents sujets que nous avons abordés. Souhaitons à ces jeunes de la réussite et de préserver intacte leur passion de la mer.
Nous nous retrouvons le mois prochain. Notre nouveau numéro sera consacré à la pollution sur le littoral. Nous accueillerons à cette occasion Surfrider Foundation. Mais je vais laisser le mot de la fin à Sophie. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine de Côte à Côte. D'ici là, gardez le cap. Au revoir.